Miaou, les surfaciennes et les surfaciens, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'était la rime du soir, et que je vais pas trop vous pourrir votre soirée, parce que bon, un samedi soir, où est-ce qu'on cause de cailloux, c'est toujours très 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 super. Alors, ce soir, en fait, je vais vous présenter deux choses. La première chose, c'est ce que j'ai intitulé la quête d'un géologue de terrain, et pour reprendre comme exemple, vous avez ici une splendide image de moi, de dos, sur le terrain, lors de mon tout premier camp de terrain de ma thèse, c'était donc il y a déjà 4 ans, ça me rajeunit pas du tout. Et la deuxième partie sera consacrée à vous présenter Vigiter, qui est donc un site participatif donc tenu par le Muséum national d'histoire naturelle, qui permet à tout à chacun, s'il le souhaite, de signaler les différents affleurements géologiques qui pourraient éventuellement intéresser les scientifiques, ou qui pourraient aussi être préservés. Voilà. Parce que je vais en causer 2 minutes, mais vous verrez que quand même le patrimoine géologique, c'est loin d'être quelque chose d'immuable, et encore moins loin d'être quelque chose de bien conservé, encore de nos jours. Donc commençons par la quête d'un géologue de terrain, bien entendu. Alors, quand un géologue comme moi se rend sur le terrain, qu'est-ce qu'il cherche? Parce que qu'est-ce qu'il fait de beau? Un géologue, avant tout, faut pas oublier, c'est quelqu'un qui étudie la géologie. La géologie, c'est une science naturelle. On étudie la nature. Donc, qui dit science naturelle et qui dit étudier la nature, dit quand même de se rendre sur place pour la voir, cette fameuse nature. Parce qu'à l'origine, quand même, la nature, on va avoir un peu du mal à l'étudier si on va pas la voir directement sur place. En plus, en géologie, on peut se permettre ce luxe-là, parce que bon, on est quand même pas très loin généralement des zones qu'on cherche à étudier. Donc les deux principaux objectifs pour le géologue, c'est évidemment récolter des échantillons de roches, qu'on analysera ensuite plus tard en laboratoire, mais aussi surtout obtenir des informations sur la nature et la structure des roches à échelle régionale et aussi à échelle locale. Parce que nous, les géologues, on a quand même un point commun qu'on partage avec les archéologues, si vous voulez, c'est que le contexte dans lequel se trouve l'échantillon est aussi important que l'échantillon lui-même pour l'étudier. Pour nous, comme pour un archéologue lorsqu'il trouve un artefact ou un vestige, il est très important de savoir où il a été trouvé et dans quelles conditions il a été trouvé, et ce à plusieurs échelles. Si jamais on nous ramène juste un jour un caillou comme ça, tiens j'ai trouvé ça, il est joli, ça a l'air rigolo, peut-être qu'en passant dans une machine on va trouver plein d'analyses jolies, mais le problème c'est que comme on n'a aucune idée de l'endroit d'où vient l'échantillon et où est-ce qu'il était, dans quelles conditions il était avant qu'on le déplace, pour nous les 3/4 des informations qu'on va y trouver, en fait, elles serviront à rien. Tout simplement. Scientifiquement, elles n'auront pas de valeur, on n'en tirera aucune conclusion. Donc c'est pour ça qu'il est important de se rendre sur place pour savoir comment étaient les échantillons. Donc comme je disais, on va donc travailler on a 3 grandes échelles de travail quand on est sur le terrain. Donc on a l'échelle plurikilométrique, évidemment. Donc on l'étudie à l'échelle vraiment de toute la région et autres. Donc là, par exemple, vous avez ce splendide panorama dans le massif du Canigou, ça c'était ma thèse. On va ensuite travailler à l'échelle de l'affleurement. Donc, je vous donne vite fait la définition de l'affleurement. Un affleurement, c'est une zone où vous avez des sections de la croûte terrestre, donc des roches de la croûte terrestre, qui sont exhumées, c'est-à-dire elles ne sont pas recouvertes par un sol ou par la mer ou par toute autre chose qui ne permet pas de les voir et encore moins de les mesurer. Et enfin, le dernier truc, ce sera bien entendu l'échelle de l'échantillon. Pour cela, donc, le géologue de terrain disposera d'un certain nombre d'outils. L'outil primaire qui est le plus essentiel pour le géologue, c'est la vue. On sert quand même de nos yeux. Parce que le travail fondamental du géologue quand on est sur le terrain, c'est un travail avant tout qui est d'observation. On est là pour observer. À cela, on va rajouter dans une relative mesure et selon les contextes, le toucher, le goût et l'odorat. En ce qui concerne le goût, je vais y revenir parce que ceux qui connaissent la blague voient déjà de quoi je parle. Ensuite, des outils un peu plus, on va dire, costauds, moins organiques du moins. Bien entendu, en premier lieu, le très célèbre marteau de géologue, bien entendu, le grand compagnon du géologue sur le terrain. Donc celui-ci, c'est bien entendu le mien. Et vous voyez d'ailleurs à la gueule de la lame qu'il avait déjà un peu bien bourlingué. La loupe de minéralogiste ensuite, qui nous permet de voir à plus fort grossissement. En général, c'est des grossissements qui sont à x10 ou à x15, donc qui nous permettent de faire des observations sur un affleurement ou sur un échantillon avec notre simple œil, déjà en regardant un peu plus en détail.
Pour l'anecdote, cette loupe était la mienne, je dis bien était pour une petite raison toute simple, c'est que là où elle est, aujourd'hui, elle y est encore. Je l'ai oubliée sur la Fleurement. Et c'était il y a maintenant 3 ans. Voilà. Quelque part sur une crête annexe du massif du Canigou. Du sommet même du Canigou. Voilà. C'est littéralement la dernière image et la dernière vue que j'ai de cette chose. Et pour ceux qui se font des face-palmes, eh ben pour vous dire, il y en a même, ils oublient littéralement leur marteau sur le terrain. Voilà. Moi, c'est pas mon cas. Voilà. Ensuite, le troisième, ça c'est le trio de tête, si on pourrait dire, si on a en langage cycliste, la boussole à inclinomètre. Alors donc c'est une boussole qui est équipée ici, vous voyez des graduations sur les côtés, et une petite flèche noire en plus, donc un inclinomètre qui nous permet en fait de mesurer la géométrie, j'y reviendrai tout à l'heure, des structures géologiques, donc notamment de voir à la fois leur direction, qui nous sera donc donnée par la boussole classique, puisqu'on se réfère au nord, et l'inclinomètre qui lui nous permet de donner l'inclinaison. C'est tout bête. D'autres outils qui sont relativement un peu plus annexes mais très utiles, pour commencer une fiole d'acide chlorhydrique, qui est quand même concentré qu'à 10% parce qu'on n'est quand même pas non plus des frappadingues. Pourquoi de l'acide chlorhydrique? L'acide chlorhydrique nous sert à une chose, c'est que certains, Théa l'a de bien deviner d'ailleurs, c'est que certains minéraux, notamment tout ce qui va être la calcite, se dissolvent au contact de l'acide chlorhydrique. Et donc, dans certains cas, pour différencier certains minéraux carbonatés, ou notamment des fois aussi pour différencier un calcaire d'une roche essentiellement constituée de quartz, parce que dans certains cas c'est pas toujours facile à voir, et ben on se sert donc de la fiole d'acide chlorhydrique. Si ça mousse, c'est que c'est un calcaire avec de la calcite, et si ça mousse pas, c'est que soit c'est un carbonate qui n'a pas de calcite, soit c'est que c'est pas un carbonate du tout. Voilà. Ensuite, une carte topographique avec éventuellement un système de géolocalisation électronique, par exemple ici un récepteur GPS, parce que bon, faut pas oublier que comme on travaille à grande échelle, c'est quand même bien de se repérer. Parce que géologie veut dire quand même qu'on étudie la Terre, mais c'est quand même bien de savoir où sont les différents points d'affleurement pour pouvoir ensuite faire les interpolations, je vais y revenir. Un carnet et un crayon, ça a l'air con comme ça, j'enfonce une porte ouverte, mais n'oublions pas quand même que comme on fait des observations, on est quand même là pour les reporter quelque part pour s'en servir plus tard. Donc il faut quand même prendre des notes, parce qu'on a beau avoir des fois un cerveau avec une mémoire fulgurante, ça va pas tout retenir loin de là. Et enfin, le petit truc qui va bien également, ce sera l'appareil photo pour prendre des photos, éventuellement une paire de jumelles, je vais vous expliquer pourquoi. Alors du coup, on a parlé du goût, donc forcément, je ne peux que répondre à cette fameuse question que tout le monde se pose, et du cliché que tout le monde a des géologues, mais est-ce qu'ils lèchent vraiment les cailloux? Ah, dans la plupart des cas, oui. C'est fou. Et pourquoi ils font ça? Sont-ils complètement frappadingues? Non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas con non plus, on le fait pour une bonne raison. Je vous ai mis en photo ici une image d'un affleurement, banal, classique. Le marteau que vous voyez est également le mien, c'est celui que j'avais quand j'étais étudiant avant ma thèse, donc c'est un marteau de moindre facture, parce que comme tous les étudiants à l'époque, j'étais pauvre, forcément. Et bien comme vous voyez, un affleurement, il a un petit problème, c'est que souvent, il est poussiéreux, et surtout, on ne voit pas très bien la structure de la roche dans le détail, parce que notamment elle est recouverte de ce qu'on va appeler une patine d'altération, parce qu'en surface quand même une roche elle est altérée et ça nous efface tout un tas d'informations. Donc qu'est-ce qu'on fait nous derrière? Et ben on va quand même casser un fragment de roche pour observer ce qu'on va appeler une cassure fraîche. Et nous autres les géologues, ce qu'on va lécher, c'est cette cassure fraîche. On va pas aller lécher sur la patine d'altération où vous avez n'importe quel renard qui est allé faire ses besoins dessus. On est d'accord. Voilà. Donc pourquoi du coup on lèche la cassure fraîche de la roche? 3 points. Déjà on enlève les poussières, parce que quand on casse une roche, forcément il y a une petite poussière à droite à gauche. Ça nous gâche la vue, on n'y voit pas très bien. Ensuite, pour humidifier la surface. Alors pourquoi humidifier? Eh bien parce que lorsqu'on humidifie la cassure fraîche, d'ailleurs ce que je vous ai montré ici c'est une cassure fraîche. Alors certes si en laboratoire c'est pas un marteau mais ça donne le même effet, j'ai un peu triché.
une cassure fraîche, quand on humidifie une surface, ça augmente le contraste et donc ça nous permet d'encore mieux voir les différentes structures, notamment par le biais des différents contrastes qu'il y a. Donc par exemple là on voit déjà un certain nombre de structures, mais si j'avais une image de cette face de cette cassure fraîche humidifiée, on verra encore mieux la structuration de la roche. Et faire tout ça sans gaspiller son eau. Parce que quand vous êtes comme moi un géologue qui part à une journée entière en pleine montagne ou en pleine cambrousse et que vous avez une quantité d'eau limitée, bon, c'est vrai qu'on va peut-être pas s'amuser à gaspiller la flotte nécessaire pour boire, notamment quand vous êtes dans les alpages sans le moindre coin d'ombre et sous le cagnard toute la journée, vous n'allez pas gaspiller votre eau pour essayer d'un peu mieux voir une roche quand vous avez quelque chose sous la langue, au sens propre du terme. Voilà. Cependant, bien entendu, parce que ça vous pouvez le faire, ne faites pas cela sur n'importe quelle roche. Genre, ne le faites pas sur ce minéral-là, en rouge. C'est du cinabre. Minerai de mercure. Voilà. On n'est quand même pas non plus totalement tarés, nous autres les géologues, on va pas flécher n'importe quel caillou. On est bien d'accord. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez-le, le monde minéralogique fonctionne également comme le vivant. Généralement, quand vous avez un minéral avec des grosses couleurs bien chatoyantes, ou aussi avec un gris très métallique, ne le léchez pas parce qu'il y a de grandes chances que ce soit quelque chose de dangereux, bourré de métal, voire même de métaux lourds. Voilà, vous savez, c'est comme la grenouille extrêmement multicolore d'Amazonie, elle a l'air jolie comme ça, mais au final, si vous la touchez, là vous allez prendre du poison dans la gueule. C'est la même chose. La nature est bien faite. Voilà. Alors maintenant, sur quoi est-ce qu'on utilise tout notre arsenal? Je vous l'ai dit, ce sont sur des affleurements. Alors, où est-ce que le géologue va à des affleurements? Partout où il y en a. Par exemple, en bord de mer. Très sympa la mer. Hein. Toutes les photos que vous avez là, d'ailleurs, sont des photos de terrain que j'ai prises moi-même. Aussi, bien entendu, on s'en doute, tout ce qui va être falaise et corniche. C'est simple. Au sommet des montagnes. Évidemment, parce qu'au sommet des montagnes, généralement, on n'a plus trop de sol, on n'a plus trop d'alpage, donc forcément, c'est plus facile d'avoir des affleurements. Mais aussi, ce qu'on a bien, et ça nous fait très plaisir, les bords de route, les talus en bord de route, ou là, notamment à flanc de vallée ou de montagne, où là, les mecs ont tout creusé au marteau pilon, à la dynamite, tout ce que vous voulez, donc forcément, il y a les cailloux qui ressortent derrière. Ce qu'on va appeler les polis de rivières et de glaciers, puisque les rivières et les glaciers souvent creusent et raclent, et souvent ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas de sol qui s'y développe, donc ce qui va affleurer directement, c'est la roche qu'il y a dessous, et on peut très bien la voir, on peut très bien voir les textures. Et on peut aussi se retrouver au fond des trous, bien sûr. Au fond du trou d'une mine, donc ça c'est une galerie d'une mine, où j'ai été il y a 2-3 ans, à 2000 mètres au sommet des Pyrénées, une mine de plomb zinc, et ici, donc là le couillon c'est encore moi, forcément. Ceux qui connaissent la région reconnaîtront ici en haut à droite le pic du Canigou, et donc aussi, bien sûr, les trous ça peut être aussi juste des petites tranchées qui ont été creusées à droite à gauche, parce que les gens, il fallait qu'ils cherchent des métaux. Voilà, les anciennes mines ça marche bien aussi pour avoir des affleurements, parce que là c'est creusé directement dans la roche. Alors là, c'est le moment de petit instant quiz. Je vais vous demander de répondre dans l'amphithéâtre, vu que je l'ai sous les yeux. Selon vous, à l'écrit, quel est parmi les affleurements que je vous montre, entre le talus routier, la galerie minière, le bord de mer, la falaise et le poli de rivière et de glacier, quel est l'affleurement idéal pour le géologue? Et par affleurement idéal, j'entends un affleurement qui permet à la fois de bien voir la structure de la roche et qui permet aussi de faire un échantillonnage facile. Je vous laisse quelques secondes pour répondre dans le chat. Alors la falaise, le talus routier, la route, falaise, bord de route, tous du moment qu'on indique bien leur origine, effectivement ça pourrait être une réponse. Le bord de mer, encore quelqu'un est en train d'écrire. Alors pas plus d'idées. Alors est-ce que je vois, le bord de route semble... ouais. Ah la galerie c'est compliqué de savoir où on en est. Oui et non, si tu as un plan de galerie, tu peux très bien savoir où tu en es. Pas forcément un problème. Mais bon, alors je suis content et déçu parce que du coup j'ai un public intelligent, effectivement, enfin la majorité des gens qui ont répondu, c'est effectivement le talus routier. Alors pourquoi le talus routier? Parce que le talus routier, comme c'est une zone qui a été creusée par l'homme, si vous voulez, et souvent on voit quand même assez bien les structures, d'une part,
sur les talus routiers, et surtout, comme il y a plein de fractures qui ont été ouvertes à droite et à gauche, c'est assez facile de déchausser un morceau de caillasse pour ensuite le récupérer et l'échantillonner. En bord de mer, par exemple, ou encore, et c'est encore plus valable pour les polis de rivières et de glaciers, on voit extrêmement bien les structures. Le problème, c'est que comme très souvent l'érosion a aussi très bien poli et n'a pas laissé de fractures ouvertes, c'est extrêmement compliqué d'échantillonner. La falaise va avoir d'ailleurs à peu près le même problème, notamment si on a très peu d'assises. Et la galerie minière, elle, en fonction des conditions dans lesquelles on est, ça peut être facile d'échantillonner à l'intérieur. En revanche, pour essayer de voir la structure de la roche, c'est très compliqué. Donc effectivement, le talus routier, c'était la bonne réponse. Bravo à ceux qui avaient trouvé. Alors, maintenant, je reviens donc sur les affleurements. Comment le géologue il fait pour savoir où est-ce qu'il va observer? Comme je vous ai dit, on travaille à plusieurs échelles, notamment à une échelle, on va dire, régionale, où on va chercher à identifier et à analyser différents affleurements. Mais comment on choisit ces affleurements? En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser logiquement pour ceux qui font de la modélisation ou autre, on ne va pas s'embêter à essayer de faire un maillage selon un quadrillage régulier pour étudier nos affleurements et récupérer les données pour ensuite les placer dans une base de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un problème, c'est que quand on va sur le terrain, on est limité en temps, on y est pour une durée de temps limitée, on n'y est pas quand on veut, comme on veut. Donc il faut qu'on optimise le temps pour acquérir les données et rendre leur interpolation efficiente. Alors comment on fait ça? En fait, on va faire ce qu'on appelle des coupes qui vont traverser la grande structure géologique pour qu'à chaque fois qu'on soit sur un affleurement, on soit sur une structure qui soit différente. C'est la raison pour laquelle, sur cette carte topographique, vous avez donc ici les points noirs qui sont différents affleurements qui sont relevés. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi notamment cette crête de montagne, parce que cette crête traversait la structure géologique du massif. Si j'avais en revanche suivi, qui est donc grosso modo nord-sud, si j'avais suivi cette crête-là, ça n'aurait aucun intérêt parce que en regardant les affleurements ici, là et là, en suivant cette zone sur cette crête qui est donc ouest-est, sur un plan de la structure géologique, je verrai toujours la même chose. Donc ça sert à rien d'avoir 5 points d'affleurement pour avoir toujours la même information quand un seul suffit. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple là sur la route, j'ai fait plein d'affleurements ici parce que je traversais la structure, mais que là où la route avait une direction est-ouest, je ne me suis pas embêté à aller faire des relevés parce que je savais que la structure était la même qu'ici. Voilà, là j'applique aussi ce qu'on appelle en géologie le principe de continuité, c'est-à-dire une structure géologique qu'on identifie à un point donné se poursuit plus loin ailleurs. Maintenant qu'on a le nez sur un affleurement, quel type d'informations on va récolter? Bien déjà on va récolter des informations que l'on dit pétrographiques. Donc pétrographique, pétros du grec la roche, graphie c'est la description, donc ce sont des informations qui me permettent de décrire la roche. À échelle bien sûr macroscopique, parce que toutes les observations que l'on fait sont à l'œil nu. On n'a pas de microscope portatif sur nous. Alors, première information qu'on va trouver, la minéralogie. Quels sont les minéraux qui constituent la roche que l'on regarde? Par exemple, si on prend ici, l'image encadrée en rouge, on a ici ce magnifique grenat en rouge, entouré par toute ce qu'on appelle la matrice, en géologie, qui est blanche et un peu écaillée et qui brille. Ça ce sont des micas, donc là des micas blancs, la phingite. Donc voilà la minéralogie qu'on peut en tirer. Dans le cas des roches sédimentaires qui en contiennent, des fossiles, comme ici, là vous avez des petits trous, vous avez aussi ici, on voit un peu légèrement en gris, des petits morceaux de fossiles de coquilles. Ouais non, désolé, sur mes terrains j'avais pas de dinosaures. Bon, alors, on n'a pas les mêmes valeurs. Pardon. La teinte, également. La teinte de la roche qui peut donner un certain nombre d'informations sur sa chimie, puisque les réactions chimiques, notamment d'altération avec l'eau, ne donneront pas les mêmes couleurs, et également certains minéraux ont des teintes particulières qui permettent de les identifier. Cependant, c'est un critère qui est à relativiser, mais des fois ça permet d'identifier des roches d'un même type, mais qui ont une chimie sensiblement différente. Ce qu'on appelle la granulométrie, c'est-à-dire de voir la taille des différents grains constitutifs de la roche et voir comment ces grains sont organisés. Par exemple, on a plein de petits grains ici qui font penser à des grains de sable. Ici, on a des grains sur cette roche, sur l'encadré en jaune, qui ont des tailles différentes, des gros qui sont en blanc, et ici d'autres qui sont plus petits, et vous voyez que les grands blancs forment ce qu'on appelle des sortes de
un peu de carré ou de losange, ce qu'on appelle dans le langage un porphyre. Ce qui me permet du coup d'aller directement à ce qu'on va appeler donc la texture de la roche, savoir comment les grains et les minéraux s'organisent entre eux. Et cette texture qui souvent va nous donner des informations sur la roche d'origine. Alors, je ne peux que relever le jeu de mots de Hibou, désolé, qui dit « Le grenat a perdu son bavoir sur la photo ». Bah oui, le grenat dîne. Bravo. Blague de merde que j'approuve à 100%, même 200%. Voilà. En revanche, attention au cliché, le géologue n'est pas non plus un magicien. Donc le géologue ne va quand même pas pouvoir tout déterminer en regardant une roche d'un seul coup d'œil. Déjà, même les minéraux, il ne pourra pas tous les déterminer en les regardant d'un seul coup d'œil, parce que certains sont pas évidents à voir, parce que les minéraux, il faut quand même regarder un certain nombre de critères pour les identifier, et si ces critères ne sont pas visibles, le géologue ne pourra pas les identifier, pas plus que n'importe quel quidam. Il y a quand même deux choses que le géologue ne détermine pas sur le terrain. La chimie, mais j'ai mis un astérix parce que c'est pas totalement vrai. En réalité, quand même, en regardant certains minéraux ou même la gueule de la roche, on peut estimer en partie la chimie de la roche. On ne peut pas la quantifier précisément, mais on peut quand même estimer que tel ou tel élément chimique sera plus ou moins abondant dans la roche par rapport à un autre. Alors aujourd'hui, il existe quand même, et c'est pas à la portée de tout le monde, il existe quand même des appareils portatifs qui nous permettent d'estimer la chimie d'une roche directement, au lieu qu'on s'embête à prendre un échantillon et à ramener tout ça dans un laboratoire pour faire l'analyse sur la machine. Et par contre, un truc que le géologue ne peut pas encore estimer à l'heure actuelle, c'est l'âge absolu. Si vous avez quelqu'un qui se prétend géologue et qui vous dit précisément que cette roche a au hasard 448,1 millions d'années, alors soit il a vu la carte géologique du coin qui indiquait que cette roche avait cet âge-là parce qu'un autre géologue a fait l'analyse, soit c'est un escroc. Parce qu'en réalité, le géologue n'a aucun moyen sur place, puisque en fait, de déterminer l'âge absolu d'une roche. Au mieux, et ça marche uniquement pour les roches sédimentaires, s'il a des fossiles spécifiques qui lui indiquent un étage ou une époque géologique, parce que certains fossiles que l'on dit stratigraphiques sont particuliers d'un étage ou d'une époque géologique, il pourra juste donner l'intervalle auquel ce fossile correspond. Mais en aucun cas, il ne vous donnera un âge absolu précis. Le deuxième grand type d'information que l'on récolte, c'est la structure de la roche, qu'on appelle de la géologie structurale. Là, ça devient un peu plus compliqué, mais en gros, si vous voulez, là, le géologue s'amuse à faire de la géométrie dans l'espace. Pour ceux qui se demanderaient à quoi servait la géométrie dans l'espace que mes profs de maths m'emmerdaient à faire au lycée, eh bien sachez que c'est très utile aux géologues, parce qu'il en fait souvent. Alors, qu'est-ce qu'on mesure précisément? Deux choses. On mesure la direction et l'inclinaison des plans et des lignes constitutives de la structure des roches. Alors, quels sont ces plans et ces lignes? Au niveau des plans, ce seront ce qu'on appelle la stratification, ou encore la schistosité, qui sont donc des plans de débit et de découpage de la roche qui indiquent souvent, notamment dans le cas des roches sédimentaires, c'était l'ancien plan, je dirais, de dépôt qui ensuite a pu être déformé. Et aussi une ligne qu'on va appeler la linéation, je rentre pas dans le détail. Alors quel est l'objectif pour nous de nous embêter à faire tout cela? Bien, comme je dis, ça va être établir les directions et les contraintes en aplatissement, donc la contrainte compressive, ça comprime, et la contrainte en élongation qui étend, donc ça tire, que la roche va subir. Donc pour vous dire, donc ça c'est un extrait d'un de mes carnets de terrain, enfin de mon carnet de terrain où est-ce que j'avais pris donc sur l'affleurement, donc je me suis amusé à reproduire, à dessiner l'affleurement, où est-ce que donc là vous avez par exemple en rouge des failles, en noir c'est donc un plan par exemple de schistosité, vous voyez ici que par exemple là il y a un pli, et vous voyez ici que j'ai reporté des figurés sur lesquels j'ai mis des mesures d'angle. La première avec le nord indique la direction du plan que je mesure, le 0 étant pointé sur le nord, et le 90 degrés indique qu'elle est verticale, le 0 étant la verticale, c'est l'angle d'inclinaison, 0 degré c'est l'horizontale, 90 degrés c'est la verticale. Et pourquoi on s'amuse donc à faire tout ça? C'est pour reproduire ce qu'on va appeler ici, ce qu'on appelle une ellipsoïde de déformation finie. Donc vous avez ici en jaune la direction de la contrainte qu'on dit en aplatissement, celle qui comprime, et en vert, la contrainte en extension, celle qui tire. Je dis bien de déformation finie parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est le dernier état de déformation des roches.
Mais ça nous permet derrière de voir quelles étaient les contraintes subies par la roche à l'échelle de son affleurement. Mais lorsqu'on commence à interpoler tout ça à l'échelle d'une région, ça nous permet de voir du coup quelle était la direction d'une manière plus globale des contraintes, et du coup c'est un des indicateurs qui nous permet de savoir comment les plaques tectoniques ont bougé. Parce que les plaques tectoniques, quand elles bougent, et que notamment quand elles se rentrent dans l'art, elles se poussent entre elles. C'est ça qui va faire les contraintes, et c'est ça qui déforme les roches. Et pour savoir quelle direction la plaque tectonique a prise, est-ce qu'elle est partie vers l'est, vers le nord, le nord-ouest, tout ce genre de choses, l'une des informations principales qui nous permettent de savoir, c'est l'interpolation de ces différentes mesures de structure qu'on a prises dans plein d'endroits différents. Mais cependant, n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y avait une troisième échelle qui était la grande échelle, l'échelle de la région. Eh bien, pourquoi on regarde cette échelle? C'est parce que souvent la grande structuration des roches, elle est aussi visible dans le paysage. Alors faire le lien entre la structure géologique et la forme du paysage, ça a un nom, on appelle ça la géomorphologie. Je vous prends par exemple cette image, une fois plus le massif du Canigou. Ici vous avez la ville de Verney-les-Bains. Vous voyez ici donc vous avez le massif, et là vous voyez que vous avez un escarpement sur la montagne, et après c'est un peu plus plat, du moins c'est moins montagneux. Voici la reproduction que j'ai faite moi quand j'ai dessiné ce point de vue directement sur le terrain sur mon carnet. Ce que j'ai dessiné notamment ici en rouge, c'est que là où est-ce qu'il y a l'escarpement, il y a une faille, qu'on appelle la faille de la tête, du nom du fleuve qui passe à côté. Et en fait, cet escarpement, c'est parce que vous avez une faille qui passe là, et qui a abaissé la partie ici un peu plus plate, moins montagneuse où la ville a été construite, par rapport au reste du massif. Donc rien qu'en regardant le paysage, je peux dire ici, parce qu'après je suis quand même allé voir sur place pour voir si c'était le cas, et j'ai vu sur place des marqueurs qui me le confirmaient, je peux voir ici que ici là, précisément, il y a une faille qui passe. Voilà. Et une fois qu'on s'amuse à faire tout ce genre de choses, qu'est-ce qu'on obtient au final? Eh bien, nous autres les géologues, lorsqu'on interpole toutes ces différentes informations que je viens de vous résumer, on va faire ce qu'on appelle des cartes et des coupes géologiques. Une carte géologique, comme celle-ci par exemple, qui est la carte que j'avais réalisée sur mon camp de terrain de fin de licence 2, donc j'étais encore un jeune étudiant relativement innocent, à cette époque encore, où en fait j'ai représenté dans différentes couleurs les différentes couches géologiques que l'on voit en subsurface à l'affleurement. D'ailleurs, les zones où les roches, on les voit affleurer, je les ai mises en couleur très saturée, et là où c'est en pastel, c'est l'interprétation que j'en fais, parce que ces roches-là, je ne les ai pas vues, mais en interpellant mes différentes données géologiques, j'en déduis qu'elles doivent aussi se poursuivre là où je ne les observe pas. Et bien sûr, aussi on fait une vue en coupe, cette fois, où là on traverse la structure et on interpole en profondeur comment ça se passe. Donc ça c'est une coupe d'une zone dans les Pyrénées faite par quelqu'un d'autre, parce que je n'avais pas trouvé dans mes archives de coupe digne de ce nom d'être montré. Et donc tout ceci nous permet du coup de représenter la structure géologique à différentes échelles. Voilà, là maintenant je vous ai présenté ce que fait le professionnel, le géologue professionnel sur le terrain, mais sachez que le géologue de terrain, ce n'est pas une pratique qui est réservée uniquement aux professionnels. Vous aussi, les citoyens, les amateurs et autres, vous pouvez aussi faire ce genre de travail, si vous en avez l'envie et la passion. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acquisition du matériel de base, elle reste quand même modérément onéreuse. Donc, par matériel de base, je parle, on va dire, du trio de tête du matériel, donc le marteau, la boussole et la loupe, et également de quelques livres éventuels qui vous serviront quand même à mieux vous renseigner avant d'aller sur le terrain. Je me permets quand même de vous faire quelques disclaimer, parce que ça me paraît assez essentiel, parce que alors certains vous paraîtront être enfoncés des portes ouvertes, mais au contact de discussions de beaucoup de gens, on se rend compte que très souvent c'est pas si évident que ça. Déjà, n'oubliez pas que, du moins dans le domaine de la France, la majorité des parcelles c'est du domaine privé. Donc vous avez besoin d'avoir l'autorisation du propriétaire pour y avoir accès, notamment quand vous n'êtes pas un professionnel ou un géologue en mission pour l'État. N'oubliez pas aussi que là, quand même, la plupart des beaux affleurements se situent dans des zones qu'on va considérer à risque, que ce soit un bord de route, une falaise, une rivière ou même la haute montagne. Donc, dans un certain nombre de cas, n'oubliez pas quand même d'être bien préparé. Vous n'allez pas partir à la montagne si vous n'avez pas un minimum d'entraînement. Et le port de pays, par exemple, en bord de route, n'oubliez pas de prendre un gilet fluo, jaune ou orange, peu importe. Chose essentielle pour maintenir un minimum de sécurité. Et n'oubliez pas non plus que vous avez des zones où l'accès et l'échantillonnage
sont interdits et ou alors soumis à autorisation. C'est le cas notamment de beaucoup de réserves naturelles et généralement de la plupart des anciens sites miniers qui ne sont plus exploités mais sur lesquels les trous sont encore plus ou moins accessibles. Alors Apo qui précise que le goûter est important, je ne peux que dire oui, le goûter est important. Toujours important le goûter. Alors, si maintenant vous vient donc l'envie de faire cela et que vous avez découvert des choses, eh bien vous pouvez la partager sur un site web participatif qui s'appelle Vigiter, qui est donc un site web d'inventaire de la géodiversité qui est porté par le Muséum d'Histoire naturelle, national d'Histoire naturelle, donc à Paris. Alors, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que moi, petit amateur, je vais pouvoir apporter de plus par rapport aux professionnels? Eh bien sachez que, comme je vous ai dit, pour nous autres les géologues professionnels, notre temps, quand on va sur le terrain, il est limité. Dans beaucoup de cas en plus, on va sur des terrains qu'on ne connaît pas, on y va souvent pour la première fois. Par exemple moi, j'ai fait ma thèse dans le massif du Canigou, mais avant de faire mon premier terrain là-bas, je ne connaissais pas du tout la région, et même aujourd'hui, je pense qu'il y a, même si j'ai beaucoup bourlingué dans beaucoup d'endroits, je pense qu'il y a beaucoup d'infleurements très intéressants sur le plan scientifique que je n'ai pas découvert. Donc tout signalement, et même imprécis, et ben en fait il peut s'avérer extrêmement utile pour les géologues ou pour les gens qui voudraient conserver le patrimoine naturel. Moi, il y a quand même plein de fois où j'ai demandé à des gens dans la région, tel ou tel, s'ils connaissaient tel ou tel endroit, ou même des fois, aux dépotés comme ça, quand j'étais au bistrot par exemple, des gens du village qui m'ont dit qu'ils connaissaient tel truc à tel endroit, qui avait l'air sympa et tout. Ben écoute, j'y suis allé, et ben figurez-vous que ça m'a bien aidé, parce que c'était pas très précis, mais l'affleurement qu'il m'avait signalé, et ben pour moi il était extrêmement intéressant. Donc voilà, donc honnêtement, n'hésitez pas à signaler des choses aux géologues. Alors avant de venir vous présenter Vigiter, je vais du coup passer un coup sur les questions du vocal, voir s'il y en a. Ouais, j'ai une question d'Apo qui me demande combien de crayons de couleur emportes-tu en moyenne sur le terrain? De mémoire, ma boîte de crayons de couleur contient une quinzaine de crayons de couleur. Et je vais dire 16 si je rajoute le crayon de papier. Voilà. Alors Théa qui en a une sur la composition chimique des calcaires, je te lis. À défaut de t'écouter. Je peux passer en vocal si c'est préférable. Bon, tu peux aussi, oui, parce qu'on n'est pas nombreux. Ok, donc juste parce que tu parlais des calcaires donc, qui comportent de la calcite ou pas. Alors moi je suis juste chimiste, on m'a toujours dit calcaire c'est CaCO3, donc la calcite. Quels sont les autres composés chimiques du coup qui peuvent être présents dans la calcaire? L'autre principal carbonate qu'on pourra trouver, c'est ce qu'on appelle la dolomite, et qui elle est MgCO3 2-. Et en fait la dolomite ne réagit pas à froid à l'acide chlorhydrique. D'ailleurs l'acide chlorhydrique nous est très utile parce que le problème c'est que très souvent sur le terrain en macroscopie, distinguer la calcite de la dolomite c'est très compliqué. Donc pour le faire, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder, notamment ce qu'on va faire c'est qu'on va un peu frotter le calcaire avec le marteau pour en fait faire une poudre qui du coup avec les frottements on va chauffer, et si jamais ça se dissout à chaud, c'est que c'est de la dolomite, parce que la dolomite ne réagit à l'acide chlorhydrique qu'à chaud. Si jamais à froid ça ne réagit pas, on sait aussi que c'est de la dolomite. Parce que la calcite, à chaud et à froid, elle réagira dans tous les cas. Ok, alors c'est une question cinétique je pense, mais merci beaucoup. Je t'en prie. Y a-t-il d'autres questions ou je peux passer à Vigiter? Bon, il semblerait qu'il n'y ait pas plus de questions, donc du coup je vais basculer sur Vigiter, parce que du coup je vais vous faire en live directement, eh bien je vais vous présenter le site.